Bonjour à tous, bienvenue à la formation d'aujourd'hui. Une banque d'activités d'enseignement apprentissage à distance présentée par M. Claude Potvin de l'Université Laval. Un énorme merci à Claude pour son implication pour la formation d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être en ligne avec nous. On vous rappelle que la formation se termine à 13h30 heure de l'Est, mais si le momentum le permet, les gens sont disponibles et Claude est volontaire, on peut continuer. On vous invite suite à la formation, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, à nous contacter ou à utiliser les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Un gros merci à l'équipe du CEDAF pour l'enregistrement vidéo. Merci également à l'Université d'Ottawa pour l'utilisation du Ponzio et l'équipe de l'Université de Moncton pour l'utilisation d'Adobe Connect. Merci également à nos deux bailleurs de fonds, le SAIC et Patrimoine Canada, pour nos activités à distance, nos tables d'échange et nos ateliers 2017-2018. Alors, je vous rappelle une toute dernière fois, sauf Claude Potvin, tout le monde, même si vous croyez l'avoir fait, étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour la sourdine du système audio. En cours de route, si vous voulez prendre la parole, carré 6, où on vous invite, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de monde, à utiliser le clavardage via Adobe Connect ou à lever la main. Alors, je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à Claude. Merci Alain. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Je viens vous présenter humblement un projet de l'Université Laval qui a été amorcé il y a quand même un petit bout de temps, une couple d'années. Je vais vous expliquer un petit peu tout le processus. Un projet qui se veut quand même assez porteur, je le pense. On pourra en discuter à la fin. Alors, on est beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a des gens qui sont branchés en individuel, des gens qui sont branchés en groupe. Il y a des dimensions, vous allez voir, je vais vous présenter plusieurs vidéos. J'espère que tout l'aspect technique va tenir. On va se croiser les doigts, mais ça doit. On a fait des tests, puis ça a fonctionné. Alors, allons-y, sans plus tarder. Alors, beaucoup me connaissent là parce que ça fait déjà quelques fois que je présente au REFAD dans les dernières années. Ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la formation à distance, et même, je dirais peut-être 25 ans en fait, parce que ça fait presque 20 ans maintenant. Ça fait 18 ans que je suis à l'Université Laval. Et ça fait presque aussi longtemps que je travaille à l'Université TÉLUQ aussi, comme chargé d'encadrement dans des cours en technologie éducative. D'ailleurs, j'ai vu des noms d'anciens étudiants dans les listes. C'est ce que l'âge fait. Et il y a aussi mon livre que j'ai publié, ça fait déjà quelques années, les années passent, donc j'ai été un des directeurs avec Michael Power et Anne Ronqui sur le travail des conseillers ingénieurs pédagogiques. C'était des études de cas. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente donc une banque d'activités apprentissage. Pour ne pas y arriver, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce qui se passe à l'Université Laval. Ça évolue toujours. Ça fait longtemps qu'on fait de la formation à distance à l'Université Laval. Je vais vous donner en quelques mots, dans le fond, là où on est rendu. Je vais vous présenter aussi l'origine de ce projet-ci, les objectifs qu'on visait par ce projet, la méthodologie qui a été employée, et surtout, je vais m'attarder à vous présenter la banque elle-même, qui est quand même, comprend beaucoup de matériel. Je vais vous donner une petite esquisse de la plupart des 11 projets, qui ont été répertoriés pour le moment. Évidemment, je ne pourrais pas entrer dans le détail parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. On va parler ensuite du possible futur de la banque, l'évolution possible, et j'aimerais ça qu'on discute un petit peu entre nous de ce genre d'outils-là et si ça peut être utile aux uns et aux autres. Allons-y donc comme ça. Donc, l'Université Laval, la formation à distance, où on en est. Bon, alors l'Université Laval, vous savez, on fait beaucoup de formation à distance. Actuellement, on est rendu plus de 900 cours en ligne. On parle de 102 programmes, 3 MOOC. Il y a toujours des développements de nouveaux cours, de nouveaux MOOC aussi. Et la plupart, évidemment, de notre formation à distance se fait au premier cycle, un tiers au deuxième. Mais on a aussi, depuis 2-3 ans, des cours hybrides, c'est-à-dire que, formellement, ça peut toujours exister, mais depuis 2-3 ans, on a commencé à les financer, ce qui fait que, à raison peut-être d'une 50aine par année,
Le nombre de cours hybrides augmente. Et on s'attend d'ailleurs à ce que, bon, peut-être dans une dizaine d'années, ça dépasse le nombre de cours en ligne. Et on a aussi ce qu'on a appelé, je vais revenir un petit peu plus tard, les cours commodo, c'est-à-dire des cours qui sont à la fois à distance et en classe. On en a déjà une cinquantaine et c'est quelque chose qui se développe, en tout cas, qui s'est développé rapidement. Est-ce que ce développement-là va se faire sur plusieurs années? On ne sait pas trop. C'est un peu une nouveauté pour nous, mais ça se développe rapidement. Vous voyez aussi dans le petit coin, bon, il y a une statistique quand même intéressante. On parle de 20,6% des crédits étudiants, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un cours sur 5 qui est donné à distance à l'Université Laval, ce qui est quand même non négligeable. Puis il y a aussi à peu près un prof sur 5 qui fait de la formation à distance. Donc, c'est quand même très, très important maintenant la formation à distance à l'Université Laval. Je voulais vous présenter simplement, parce qu'on parlait de cours hybrides. Alors pour nous, la formation des cours hybrides, c'est du 20-80, c'est-à-dire que dehors d'évaluation sommative. C'est clair comme ça. Donc, il ne peut pas y avoir de rencontre pour des étudiants qui en dehors de l'évaluation sommative, des apprentissages. À ce moment-là, ça devient de l'hybride. Et du côté, évidemment, de l'autre côté, le 20%, c'est-à-dire que ça nous prend quand même un minimum de rencontres à distance pour parler d'hybride. Donc, on parle de 3 rencontres en général. Donc, je disais qu'il y avait beaucoup de formations hybrides et maintenant la formation comodale, je n'entrerai pas dans les détails parce que ça peut être assez complexe, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, certains connaissent ça sous le nom de HyFlex en anglais. Nous, on a traduit ça par cours modal, on trouvait ça plus parlant. C'est-à-dire que l'étudiant, et vous voyez les principes ici, le premier principe, c'est que c'est l'étudiant qui décide à chaque semaine sous quel mode il va suivre le cours. Parce que au moins 2 modes, sinon 3 modes, sont offerts en même temps dans un même cours. Et à ce moment-là, ça fait en sorte évidemment que ça complexifie le design d'un cours, mais ça permet donc à un étudiant beaucoup plus de flexibilité, donc de choisir le mode. Une semaine, il peut être en classe, une autre semaine à distance. Alors, c'est l'autre type de cours qui s'est développé. Si bien qu'aujourd'hui, on a un portrait quand même assez complexe de la formation de façon générale, des modes de formation à l'Université Laval. Il ne faut pas l'oublier, l'Université Laval, il y a un peu plus de 20 ans, on était une institution de formation unimodale en classe. Donc, là, on est tous en formation à distance, vous reconnaissez peut-être ce qui s'appelle des cadrans de Coldaway, où on a des axes temps versus espace, là. Alors, le mode campus, on était là il y a 20-30 ans. Maintenant, à un moment donné, depuis 20 ans, on a développé la partie distance, donc de façon asynchrone. Donc, je vous disais qu'il y avait une complexité qui s'est accrue maintenant au niveau des modes de formation à l'Université Laval, si bien que lorsqu'on parle d'activité d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage, on peut le voir de façon cloisonnée, c'est-à-dire une activité d'apprentissage campus, une activité d'apprentissage à distance. Mais maintenant, vous voyez qu'on a de l'hybride, on a du comodal, ce qui fait que les activités maintenant doivent être envisagées peut-être de façon plus souple que ce qu'on envisageait il y a déjà quelques années. Alors, j'anticipe un peu sur ce qu'on pourra discuter plus tard, mais c'est un peu dans cette perspective-là qu'on avait envisagé la banque. Maintenant, je vous présente un petit peu la façon dont est structuré le soutien technopédagogique à l'Université Laval. Bon, moi, je travaille au bureau de soutien à l'enseignement, qui est un bureau central. Bon, il fut un temps, on s'occupait d'à peu près toutes les facultés. Depuis les années 2000, il y a eu une décentralisation progressive. Le BSA a changé un petit peu de mandat dans le sens qu'on a des mandats toujours institutionnels, évidemment, puisque on est un bureau central. Et on s'occupe aussi de quelques petites facultés qui ne sont pas supportées par d'autres centres de services, parce qu'il y a d'autres, évidemment, centres de services. Vous voyez, aujourd'hui, on a évolué, ça évolue toujours, hein, tous les 5 ans, il y a de nouvelles structures qui apparaissent.
On a maintenant ce qu'on appelle, on pourrait appeler des pôles ou des grappes de centres de services qui sont symbolisés par le rouge ici. Donc, vous voyez ici, sa faculté de médecine, pharmacie, les sciences infirmières, ici le CSTIP. On a des gens qui sont branchés avec nous du CSTIP aujourd'hui. Donc, il comprend 5 facultés, dont de grosses facultés, là, sciences sociales, lettres et sciences humaines. Et on a aussi un autre pôle, la faculté des sciences d'éducation, musique, art visuel. Ah, il manque un A ici, FAAAV, aménagement visuel et architecture. Et puis, on a d'autres facultés qui disposent de centres. Donc, vous voyez que c'est quand même une distribution assez large. Et dans tous ces centres-là, il y a beaucoup de conseillers. Ce qui fait que maintenant, l'expertise au niveau de soutien pédagogique ou techno-pédagogique, elle est vraiment dispersée. C'est important de vous présenter ça parce que ce projet-là n'aurait pas pu se faire sans la collaboration d'un peu tout le monde. On a bien sûr une table des conseillers pédagogiques pour essayer d'échanger sur nos bonnes pratiques, mais ça reste que c'est quand même limité en termes de contact. Alors c'est un peu par ce regroupement d'ailleurs a été créé pour permettre un peu plus d'échanges. On a une plateforme aussi d'échange asynchrone pour nous aider. Alors, d'où ce projet origine-t-il? Bon, alors je vais être bien franc avec vous. Il y a toujours une partie très égoïste dans nos projets. Hein? Et moi, c'est l'étincelle, ça a été vraiment une activité que j'ai commencé à donner il y a 3-4 ans. Ça s'appelle Diversifier les activités d'apprentissage en formation à distance. Si vous voulez, c'est un atelier avancé en formation à distance et dans auquel s'inscrit cette activité-là à laquelle s'inscrivent les enseignants qui ont déjà d'expérience en formation à distance. Alors, on en fait depuis plusieurs années. Il y a des enseignants qui viennent à cette formation-là. Bon, j'ai des nouveaux, mais j'ai une bonne proportion d'enseignants qui ont déjà beaucoup d'expérience. Des fois 5 ans, même 10 ans d'expérience. Ces gens-là viennent pour avoir de nouvelles idées. OK, donc je disais que je donnais une activité de formation diversifiée qui pose le problème de la diversité d'expériences des gens qui venaient. L'effet que ce sont des gens aussi qui sont quand même très exigeants. Alors moi, j'ai commencé à donner cette formation-là d'une façon un peu théorique. Vous avez vu la situation où je me trouve maintenant à l'Université Laval, c'est-à-dire que je m'occupe d'un certain nombre de facultés, mais de façon beaucoup plus limitée qu'auparavant. J'ai accès à un certain nombre de facultés. Alors que dans cette formation-là, je m'adresse à un ensemble d'enseignants qui proviennent de toutes les facultés, possiblement. Bon, évidemment, ça dépend d'une session de formation à l'autre. Et donc, je donnais une formation un petit peu trop théorique, pas assez d'exemples, et je me suis fait critiquer. Je dois dire que mes critiques de cet atelier-là n'étaient pas très, très bonnes à un moment donné. On a fait une grosse réflexion à savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Évidemment, on sait ce que les gens nous disaient dans les évaluations, c'est qu'on veut voir des choses, on veut voir ce qui fonctionne, on veut voir le travail des autres. Et moi, je disposais vraiment de peu de choses à leur montrer, puisque j'ai mon spectre, si vous voulez, les enseignants dont je m'occupais dans certaines facultés, c'était relativement limité comme échantillon. Alors, c'était la raison principale qui m'a amené à élaborer ce projet-là. Bon, c'est pas une nouvelle idée, hein. C'est vraiment une très, très vieille idée. Ça fait des années, moi, depuis que je travaille à l'Université Laval, je me rappelle dès le début, on se disait, ça nous prendrait des exemples à montrer aux enseignants, etc. Chacun avait, et c'est c'est le dernier point ici, chaque conseiller, finalement, on n'avait jamais le temps de faire ça. Chaque conseiller a développé sa petite banque d'exemples. Des fois, on se les partage un peu, mais c'est pas très, très bien structuré tout ça. On avait aussi, à un moment donné, mon ancien collègue, Serge Lajoie, bon, Serge est rendu à l'ATLUC, je ne sais pas si on est des gens de l'ATLUC aujourd'hui aussi. Serge est là, mais on vous salue. Serge avait travaillé sur une liste d'activités d'apprentissage. En 2008, ça fait déjà un petit bout de temps, donc c'était un peu dans cette optique-là aussi. Vous allez avoir d'ailleurs cette liste-là, parce qu'on vous donne accès. Elle a été retravaillée un petit peu depuis. Donc, il y avait cette intention-là déjà de donner des idées aux enseignants. On avait aussi, ce nombre
d'événements, de partage, ce qu'on appelait le CAPTIC, il y en a qui ont peut-être connu ça à une certaine époque, c'est terminé en 2007, des occasions d'échange. On a aussi des journées facultaires dans les différentes unités pour partager des bonnes pratiques. Ça existe évidemment encore aujourd'hui. Dans certaines facultés, on donne même des prix. Donc, il y a eu certains événements d'échange, mais rien encore là qui ressortait de façon permanente de ces événements-là. Il y a aussi les prix d'excellence qu'on donne, je pense, depuis une quinzaine d'années, donc dont un prix en formation à distance et un prix pour les ressources numériques. C'est assez pointu, on voit quand même pas beaucoup ce que les gens font, c'est pas beaucoup partagé. Alors. Donc, finalement, on n'a pas beaucoup de traces d'exemples de ce qui se fait un petit peu en faculté en formation à distance. C'est parti de ça. Vous voyez d'ailleurs, c'est la liste de formules pédagogiques de mon ami Serge qui avait élaboré en 2008. Elle était structurée, en fait, on l'a retravaillée, on l'a restructurée en fonction de type de formules pédagogiques. On a séparé ça. C'est très petit ici, voilà, c'est un petit peu agrandi plus loin. Là. En passant, vous pouvez, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, il y a un zoom sur votre écran de partage, vous pouvez individuellement aller le chercher, c'est dans le coin droit de votre écran. Donc, vous pouvez zoomer un petit peu. Ça n'existait pas avant dans Adobe Connect, alors on va en profiter. Donc, présentation du contenu, mise en pratique, discussion, échange, ce sont nos trois catégories principales, nos trois types principaux de formules pédagogiques. On a aussi des activités de réflexion sur l'apprentissage. Parfois, on parle de méta-réflexion, là, en langage très pédagogique. Brise-glace, donc ça s'est ajouté, donc brise-glace en début d'activité. Je vous dis tout de suite, on n'a pas d'activité dans notre banque dans les deux dernières catégories. Bon, c'est un peu plus mineur, mais c'est quand même important, bien sûr, mais on n'en a pas pour le moment. Claude, il y avait une petite question dans le clavardage. Est-ce que je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Oui, il y avait Nicole Perrault des Reptiques qui demandait, selon vous, est-ce que le déploiement de la FAD est l'occasion pour certains enseignants de revoir leur approche pédagogique ou une opportunité, pourrait-on dire? Ah, absolument. Écoutez, nous, ce qu'on a observé très, très souvent, c'est qu'à partir du moment où un enseignant se voit donner le mandat ou initie lui-même, disons, un cours à distance, là, parce que ça se fait des fois d'un côté ou de l'autre. À ce moment-là, bien, il y a tout un processus qui s'enclenche. On dit souvent qu'il y a, disons que l'élaboration d'un cours à distance, c'est d'une certaine façon un cours de pédagogie ou de technopédagogie accélérée. Parce que on pense, un enseignant qui entre là-dedans pense à plein de choses, remet en question la façon dont il procède en classe. Évidemment, le gros défi, quand on adapte un cours qui existe déjà de la classe à la distance, c'est justement de trouver des bonnes stratégies d'enseignement équivalentes à ce qu'on fait en classe, puisque les cours doivent être équivalents. En tout cas, nous, c'est notre principe ici, là. C'est très ferme là-dessus ici à l'Université Laval. Quel que soit le mode, nos cours sont vraiment équivalents. Donc, qu'ils soient hybrides, qu'ils soient en classe ou qu'ils soient à distance. Alors, ça demande une réflexion très importante, là. Il faut trouver des bonnes stratégies, de bonnes activités. On en revient justement à notre banque. J'espère que je réponds à la question. Alors, voilà, je vais continuer. Donc, l'objectif du projet, nous avions en fait 3 objectifs. Donc, proposer des exemples d'activités pour inspirer les enseignants et les conseillers en formation. Mettre en évidence les réalisations des enseignants. On se rend compte que bien qu'on ait des prix d'excellence, ça reste une minorité d'enseignants qui sont valorisés par la réception d'un prix. Les autres, par exemple, qui ont soumis leur cours, leur réalisation, qui n'ont pas gagné, ben, ils ne reçoivent rien. Donc, ça reste une minorité. Et évidemment, on peut comprendre que dans un campus comme ici, où il y a quand même quelques milliers d'enseignants, là, on parle de, je crois que c'est près de 4 ou 5 000 enseignants. Enfin, il y a une couple de mille enseignants et une couple de mille chargés de cours ou d'enseignement. Il y a quand même une minorité dont on voit les réalisations. Et pourtant, il devrait y en avoir des dizaines de belles réalisations.
Voilà. Donc, et finalement, dernier point, c'était d'alimenter les formations offertes aux enseignants, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, d'abord, la première démarche, c'était de voir est-ce qu'il existe des banques d'activités dont on pourrait s'inspirer. Oui, il en existe. Permettez-moi, je vais changer un petit peu mon setup. Ça va prendre 2 secondes. Alors, on en a au primaire secondaire. Il y a ce qu'on appelle depuis quelques années au primaire secondaire dans les situations d'enseignement-apprentissage, entre autres. Ça, c'est, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup quand même de ce genre de banque-là. Mais évidemment, bon, le niveau étant, on n'est pas au même niveau du tout. On n'utilise pas le même langage, difficilement transposable pour les enseignants au niveau postsecondaire. Et ça, je vous parle d'une recherche qui avait été faite en 2006, donc ça a évolué depuis. Il y a même des liens qui ne fonctionnent plus, là, je les ai enlevés. Alors, il y en avait donc de certaines universités. La plus intéressante, je vous amène tout de suite sur ce point-là, c'est celle de Illinois Online Network, qui, bon, c'était pas mal la vision que j'avais au départ. Vous voyez, ça se présente comme si, bon, ça c'est elle qui se présente encore aujourd'hui, ça n'a pas vraiment beaucoup évolué. Bon, c'est une liste, encore là, de formules pédagogiques, un peu comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Et lorsqu'on clique sur un des liens, bon, on obtient quelque chose comme ça. Ouais, c'est très, très petit, mais là, c'est peu, bon, même si vous l'agrandissez, peu importe. L'idée, c'est que, vous voyez, il y a un certain nombre de points, de sections qui sont documentées pour chacune des formules pédagogiques. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'activité? Selon moi, non, parce que c'est pas spécifique. On va voir ce que j'entends par activité tout à l'heure. Mais voilà, c'est un certain nombre de sections qui sont documentées avec des références. Sauf que vous voyez, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas vraiment d'exemple précis, il n'y a pas de professeur non plus qui nous en parle. Donc, ça reste un petit peu théorique tout ça. Donc, c'est un bon début, mais il manquait des choses. Alors, on voulait un peu plus que ça. Alors, je vous amène tout de suite sur une banque qui a été, bon, que moi, dont j'ai pris connaissance il y a peut-être 6 mois, 8 mois. C'est celle de Contact Nord, là. Tout le monde connaît Tony Bates, une autorité en formation à distance au Canada. Bon, c'est M. Bates qui a donc initié cette banque-là. Oui, le lien est accessible en bas. Alors, donc ça, c'est quand même un projet vraiment intéressant. Bon, on ne voit pas très bien ici, mais c'est qu'il y en a 180, ils appellent ça des Pockets of Innovation. C'est pas tout à fait bien traduit. Je pense qu'il y a seulement quelques-unes qui sont accessibles en français, mais bon. L'initiative est vraiment très, très intéressante. Ça va un petit peu dans tous les sens, par contre. C'est très, très, très large. Vous voyez, on a autant du développement des enseignants, la formation hybride, formation en ligne, les programmes, bon, les initiatives institutionnelles, les ressources éducatives libres, etc. Ça va un peu dans tous les sens. Évidemment, notre projet de banque, c'était un peu plus spécifique que ça. Mais je tenais à vous le mentionner parce que c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu ici. Puis ça mérite d'être quand même rassemblé. Il y a aussi un moteur de recherche, bien que bon, c'est un petit peu difficile à se retrouver tellement il y en a, puis ça va un petit peu dans tous les sens. Bon, nous, notre objectif, c'est un petit peu plus limité. Vous connaissez un petit peu les catégories dont on a parlé tout à l'heure, présentation de contenu, mise en pratique, discussion, échange. Ça, je vous ai ramené la diapositive que j'avais présentée, moi, au conseiller pédagogique lors d'une première réunion. C'est comme ça que j'avais présenté les choses, que je voyais les choses. Et curieusement, ben, c'est ce qu'on obtient à peu près aujourd'hui, 2 ans plus tard. Donc, vous voyez, là, pour chacune des catégories, on a un certain nombre d'activités qui sont ciblées dans un contexte précis, avec une technologie précise ici. Bon, ça ressemble un petit peu à ça aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par une activité d'enseignement-apprentissage? Bon, une activité d'enseignement-apprentissage, ce n'est pas une formule pédagogique. Pour avoir une activité d'apprentissage, ça prend une formule pédagogique, bien sûr, mais d'abord, ça prend un contexte, hein, ça prend un contenu, ça prend des objectifs, des énoncés de compétences. Il faut que tout ça soit bien lié. On choisit évidemment une formule pédagogique, un outil. Parfois, c'est difficile de dissocier la formule pédagogique de l'outil.
On parle de cadre conceptuel de blog, mais je peux vous dire que Serge, quand il avait fait la liste des formules pédagogiques, il avait tenu à vraiment dissocier l'outil des formules. C'est quelque chose dont, bon, c'est sûr qu'avec l'évolution des technologies, du web, le web intègre tout, hein, il bouffe tout, et on a tendance des fois à mêler ces deux choses-là. Mais bon, on a d'abord ça, donc un contexte, contenu, objectif, et ensuite, il y a un scénario. Scénario, c'est quoi un scénario? Ben, c'est un ensemble d'actions qui sont posées par l'enseignant d'un côté, les étudiants de l'autre, et dans des moments différents aussi, parce qu'il y a, bon, pour l'enseignant, évidemment, il y a un temps de préparation la plupart du temps. Parfois, il y a un temps durant l'activité elle-même d'animation, de soutien. Il y a même un temps, j'aurais pu ajouter le temps après. Hein. Surtout en formation hybride maintenant, on a tendance à découper ça avant, pendant, après. Vous voyez qu'il y a vraiment un scénario. Donc, c'est une liste d'actions. Bon, rarement, les enseignants vont documenter ça de façon aussi détaillée, mais c'est clair que du côté des consignes, par contre, qu'on dépose dans un site web, elles doivent être en général explicites, surtout en formation à distance. Alors voilà, donc c'est dans une activité, pour nous, là, c'était tout ça. C'était tout ça, et vous allez voir chacun de ces systèmes-là, d'ailleurs, dans les activités qui sont documentées par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on cherchait comme activité? Évidemment, on ne voulait pas avoir des activités nécessairement banales parce que tout le monde peut répliquer. Donc, on souhaitait une certaine originalité, une certaine variété. On a décidé de commencer par les activités en ligne, en formation à distance, parce que c'était ça la problématique qui avait été ciblée au départ. Mais bon, ça se pourrait que ça s'élargisse. Donc, des activités pas trop élaborées non plus. On voulait pas des activités à 10 000 $ par exemple. On sait qu'on a des projets parfois qui coûtent très, très cher, qui prennent très, très, très longtemps à réaliser. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait non plus, mais c'est le fun d'en voir parfois pour nous inspirer, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'investir beaucoup de temps ou d'argent, bien qu'il y ait certaines subventions possibles. Alors, il faut que ça soit quand même accessible. Donc, que ce soit reproductible, mais aussi adaptable, parce que, évidemment, si on partage des activités à partir d'un contexte très précis, il faut être capable de l'adapter dans son propre contexte. Et finalement, ça prenait une activité qui était validée par un enseignant. C'est une vraie activité, pas une activité théorique, comme on a pu voir tout à l'heure. Là. Il y en a beaucoup de documentation sur les formules pédagogiques, ça pullule. Mais d'avoir de la vraie documentation, un enseignant qui a véritablement testé l'activité avec des étudiants et pour lequel ça a fonctionné, parce qu'il ne voulait pas avoir évidemment des échecs. Donc, c'est ce qu'on voulait. Et on voulait avoir des témoignages d'enseignants aussi pour pouvoir avoir qu'est-ce qu'il en pense, ses propos, puis sa motivation aussi, aller chercher comment il en parle. Puis, évidemment, il fallait donc que l'enseignant accepte de collaborer, pouvoir partager ses réalisations, etc. Voilà. Donc, à partir de ça, on a préparé un genre de gabarit. Au départ, c'était tout simplement un formulaire Word. C'est ce qui était le plus simple, là, avec un certain nombre de champs. C'est vraiment un formulaire dans le sens que, bon, parfois, c'était des choses à cocher ou des cases à choisir parmi une liste ou des zones à compléter. Mais bon, c'était la base. Il fallait aller chercher l'information quelque part et c'était l'instrument le plus simple qu'on a trouvé. Si vous voulez l'avoir, je pourrais vous l'envoyer sur demande. Il y a aussi des questions de droit d'auteur. Bon, on a pris conseil auprès du bureau du droit d'auteur. C'est une unité qui existe ici à l'Université Laval spécifiquement. On a du côté des enseignants, ils n'ont pas nécessairement de consentement. C'est à partir du moment où ils acceptent de collaborer au projet, il n'y aura pas de formulaire particulier. Mais bon, évidemment, s'ils nous disent à un moment donné, je veux que vous enleviez mon projet de la liste, on l'enlèvera tout simplement. C'est vraiment sur une base très, très simple comme ça. Ensuite, il y a la question du tournage, bien sûr, ça va de soi. À partir du moment où les gens sont tournés, que ce soit des étudiants ou des enseignants, on leur fait on leur fait signer une formule qui autorise l'utilisation de leur image. Du côté des étudiants, si j'en parle, c'est parce que parfois, on a voulu aller jusqu'aux exemples dans ce que les étudiants ont produit comme travail, parce que parfois, il y a des productions dans les activités. Alors, c'est arrivé dans 2, 3 cas d'ailleurs, et puis à ce moment-là, il faut qu'ils acceptent les étudiants de façon officielle. Et ça, c'est bien clair là-dessus. Là. Ça, c'est, les codes se sont
rigidifié un petit peu, là, c'est plus serré de ce côté-là depuis quelques années. Alors, il fallait absolument avoir une signature d'un étudiant au bas d'un formulaire pour pouvoir partager leurs travaux. Vous allez en voir peut-être un ou deux de ça. Maintenant, le calendrier du projet, bien, bon, ça, c'est le calendrier optimiste au départ, c'est-à-dire bon, évidemment, j'annonçais ça, mon conseiller. J'aurais dit, bon, ben, ce serait le fun qu'à la fin de l'année, on ait 15-20 activités. Je pense qu'on est capable. Let's go. C'était à peu près ça. Évidemment, ça a pris un peu plus de temps. Je vais vous indiquer où ça a pris plus de temps ici. Donc, il y a eu une rencontre avec les conseillers pédagogiques. Remarquez que je ne me suis pas adressé aux enseignants eux-mêmes. Bon, pourquoi? Je dirais deux raisons. On ne voulait pas avoir le simple avis d'un enseignant disant, bon, prenez mon projet, il est bon. On a vu, puis on le voit dans les prix d'excellence aussi, parfois les enseignants pensent que leur travail est exceptionnel et très particulier, mais en réalité, il est très ordinaire. Bon, ils ne se démarquent pas par rapport à d'autres. Pour éviter ça, on va utiliser notre réseau de conseillers. Les conseillers savent ce qui se passe. Bon, on ne connaît pas tout ce qui se fait de tous les profs dans une unité, une faculté, mais en général, on connaît les bons coups. Quand un prof se démarque, on est capable d'aller le chercher. Alors, c'est donc les conseillers, par ce filtre-là qu'on est passé. Donc, j'ai exposé à un moment donné, c'était en mai 2016, on veut une rencontre, le projet, puisque je vous ai présenté tout à l'heure. En leur demandant, est-ce que vous avez des projets dans vos facultés qui pourraient être intégrés comme ça dans une banque? Alors, on en a, c'est des démarches qui sont faites par la suite dans les semaines, des mois, 2-3 mois qui ont suivi. Est-ce que moi, j'ai effectivement un projet ou deux? Alors, les conseillers m'ont recontacté par la suite disant, bon, il y a tel projet. Évidemment, je les ai poursuivis parfois pour qu'ils me donnent les noms des profs. Ensuite, évidemment, on a mis en place une certaine organisation. Parfois, ce sont les conseillers du BSE. J'ai eu la chance d'avoir une bonne stagiaire, c'était à l'automne 2016, qui a rencontré pas mal d'enseignants, donc ça a donné comme un coup pour ce projet-là. Il y a aussi des stagiaires en faculté qui ont donné un coup de main pour certains projets. Et il y a aussi des conseillers, la plupart du temps, les conseillers facultaires se sont aussi impliqués pour rencontrer les enseignants, à tout le moins faire le pont, les premiers contacts vers les enseignants, puis faire ramasser les premières informations, une première version des formulaires. Parce qu'il fallait, bien sûr, parfois on avait entendu parler de l'activité, mais pas dans le détail. Donc, il fallait détailler tout ça. Et on a aussi élaboré un schéma pour chacun des projets pour essayer de comprendre, visualiser, comprendre plus facilement de quoi il est question. Parce que vous allez voir, il y a des projets quand même qui sont assez complexes parfois. Il y a eu une étape ensuite de graphisme. Évidemment, on a fait des esquisses de schématisation. C'est en général pas les enseignants qui les ont fait. C'est arrivé, mais c'est plutôt l'exception. Donc, les schémas, c'est plutôt les conseillers qui les ont fait ou les stagiaires. Et ensuite, ça a été repris par notre technicienne en art graphique, là, qui nous a peaufiné tout ça. Il a fallu quand même faire approuver tout ça, valider aussi les formulations dans les formulaires, etc. Il y a eu quelques étapes de validation au travers, j'en ai sauté quelques-unes dans le schéma. Et finalement, un tournage-montage, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, on voulait avoir une entrevue avec les enseignants, donc leur témoignage. Donc, un 30 minutes d'entrevue en général pour arriver à peu près à 5 minutes, parfois un petit peu plus, mais c'est à peu près 30 minutes. Il fallait bloquer ça dans le calendrier. On sait que les enseignants sont quand même très occupés. Donc, autant pour les entrevues que pour le montage. Au bout du compte, ça prenait peut-être au moins une couple d'heures de leur temps, un peu plus. Ils étaient très, très sérieux dans la démarche de validation. Mais on a essayé d'aller les chercher pour ce temps-là. Ce qui n'est pas évident parce que la plupart de nos enseignants sont très, très occupés. Vous voyez ici, j'ai mis des boucles parce que parfois, il y a eu plusieurs rencontres avec les enseignants. Ce n'était pas nécessairement lors d'une seule rencontre qu'on arrivait à recevoir toute l'information. Finalement, il y a eu une étape aussi de mise en ligne à la fin pour mettre ça sur un site web. Bon, alors je vous disais tantôt qu'il y a des temps ça a été plus long pour les deux dernières étapes. Donc, la raison pour ça, c'est que, évidemment, notre équipe
de médiatisation est vraiment très, très sollicité depuis quelques années. Alors, c'est vraiment difficile de trouver du temps. Alors, on a fait avec. Il y a aussi la question des outils, quelle sorte d'outils on va utiliser pour la mise en ligne. On a essayé d'optimiser les ressources. Quand je dis on, je parle de l'équipe elle-même là, qui a mis en place un certain nombre d'outils. Vous allez voir, on a une page enseigner.ulaval.ca qui contient énormément de ressources, dont la banque maintenant qui a été intégrée. Il y a aussi, évidemment, dépendant des enseignants, il y en a qui sont plus ou moins accessibles. Donner un exemple, la première activité que j'ai reçue, c'était la dernière entrevue qui a été tournée parce que la personne n'était pas disponible. Alors, il a fallu faire avec toutes ces contraintes-là. Voilà. Donc, ce sont les étapes principales. La stagiaire, Marie-Chantal, avec laquelle j'ai travaillé, avait détaillé l'ensemble des étapes à parcourir pour arriver à produire ces activités-là. Au total, vous voyez, il y en a une trentaine d'étapes. Alors, vous les aurez si vous voulez vous en inspirer pour faire vos propres banques. C'est à travers tout ça qu'on a dû passer avec les collaborations dans les 3 colonnes, évidemment de l'enseignant, des conseillers facultaires, des conseillers au BSE ici, au Bureau de soutien d'enseignement. On est rendu à l'étape qui vous intéresse le plus, la banque elle-même. D'accord. Alors, l'idée ici, c'est que je veux aller évidemment sur la page des activités. Donc, vous la voyez actuellement. Alors, je vais vous expliquer comment on y accède. Vous voyez, c'est si je vais au tout départ, on a un site qui s'appelle enseigner.ulaval.ca qui contient énormément de ressources, dont entre autres dans la section ressources pédagogiques. Et ici, on a donc dans diversifier, la section diversifier ces méthodes pédagogiques, on a le lien vers la banque d'enseignement-apprentissage. Alors, c'est ici que ça se passe. Évidemment, on a un lien direct là, si vous voulez y accéder directement. Si je vous présente la structure de façon générale de la banque, voilà, ici on explique en quoi consiste chacune des pages. Actuellement, on a 11 activités. Puis il y en a peut-être 15-20. Il y a eu des gens qui sont désistés en cours de route dans cette démarche-là, pour toutes sortes de raisons. Mais on en a 11, alors c'est déjà un bon début. On a quand même quelque chose d'assez consistant. Alors, ça commence pour la plupart par un court témoignage, mais non pas pour la plupart, mais par tous, un témoignage vidéo de l'enseignant. Enfin, il y a une exception. Il y a une enseignante qui n'a pas voulu se faire filmer. Elle dit, moi, ça va être un témoignage audio. On a fait une petite capsule... une capsule audio, mais illustrée. Alors, ça a été sa volonté. Pour les autres, c'est toujours un témoignage vidéo. Ensuite, la liste des étapes à suivre pour préparer et diffuser l'activité. La liste des tâches réalisées par les étudiants, donc ce que doit faire l'enseignant, ce que doivent faire les étudiants. Les avantages et limites de chaque activité, les variantes et les visuels. Ce qu'on voulait avoir, des choses à montrer. Donc, si je vous montre à peu près à quoi ça peut ressembler, concrètement, avant, je vais vous présenter, on revient aux catégories que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire la présentation de contenu, la mise en pratique et la discussion-échange. Vous voyez qu'on a des activités pour chacune de ces catégories-là. La présentation de contenu, évidemment, on peut penser, vous voyez, il y a deux activités sur la préparation de capsules, donc capsules d'explication dans un cours d'espagnol ici. Et Victor Thibodeau, c'est capsule vidéo narrée en philosophie. Ouais, le FI, c'est un sigle interne, mais c'est la faculté de philosophie. Si on va voir une activité donc précise, par exemple celle de Mme Cardinal, qui est à la faculté de théologie et de sciences religieuses, celle qui ne voulait pas se filmer, c'est la première. Donc, vous voyez ici, le premier bloc, c'est justement les données de base, c'est-à-dire qu'on présente dans quel cours ça se situe, le nom de l'enseignant, son appartenance, le type d'activité de même, donc il s'agit d'une activité de présentation de contenu, mais aussi de discussion-échange. Les catégories ne sont pas tout à fait franches, pas coupées au couteau, parfois les activités pouvaient être classées dans l'une ou l'autre catégorie. On a parlé de formules d'enseignement par les pairs ici, et si je clique là-dessus, je vous amène dans le document que je vous ai montré rapidement ici. C'est un document PDF. Je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est la liste des activités, des formules pédagogiques qu'avait rédigé mon collègue Serge. Alors, on arrive dans le détail de l'enseignement par les pairs, en quoi ça consiste.
C'est un descriptif de ce à quoi ça consiste, l'enseignement par les pairs, avec des variantes possibles. Et c'est comme ça pour chacune des entrevues. Si je reviens au début de ce document-là, d'ailleurs, sur les formules pédagogiques, vous reconnaissez le tableau que je vous ai montré tantôt, et on peut voir la liste de ces formules-là ici dans une espèce de table des matières applicables. Donc, l'enseignement par les pairs se retrouve là à partir de, bon, vous voyez ici, numéro 18, à partir de la table des matières. Bon, donc, en y accédant à partir de on peut y accéder à partir de cette page-là ici, on a le détail. On a aussi le mode, donc, est-ce que l'activité se donne à distance ou se donne en mode hybride ou en classe? Parce qu'on a certaines activités qui se donnent aussi en classe. Est-ce que ça se donne en équipe? Si oui, il y a combien de joueurs dans l'équipe? Ici, elle n'est pas en équipe, donc c'est une activité individuelle, bien qu'il y ait des commentaires là, par d'autres étudiants. Ensuite, on a une vidéo. Bon, évidemment, j'aurais voulu vous présenter les vidéos, mais là, avec nos problèmes de communication, je pense que c'est un peu risqué. Je pense que je vais vous épargner ça. Si on a du temps, on va essayer tout à l'heure de vous présenter du vidéo. Mais bon, alors, sachez que de toute façon, vous allez pouvoir évidemment voir chacune des vidéos tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que donc, on a une vidéo d'environ 5 minutes qui présente, dans laquelle la vidéo, l'entrevue vidéo était structurée, évidemment. Les 30 premières secondes, première minute, c'était la présentation. On demandait à l'enseignant de présenter son activité. Donc, de résumer de façon synthétique en 30 secondes, 1 minute maximum, en quoi ça consiste. Pas évident du tout. Hein? Certains enseignants ont dû se reprendre à plusieurs reprises. Ensuite, on posait d'autres questions du genre, comment l'activité a émergé? Pourquoi vous avez élaboré cette activité-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes allé vers ce type d'activité-là? Ensuite, est-ce que vous avez des conseils à partager pour la réussite de l'activité? Qu'est-ce qui est indispensable pour réussir cette activité-là? Alors évidemment, chaque enseignant a son flow, sa façon de s'exprimer. J'ai remarqué de façon générale que c'est pas nécessairement les plus expressifs qui se sont portés volontaires, curieusement. Je ne sais pas si faudrait voir si c'est, faut pas faire de psychologie à 500, hein, mais il faudrait voir si les enseignants un peu plus introvertis sont plus attirés vers la formation à distance ou vers une implication vers la formation à distance. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais c'est quand même particulier que ce ne sont pas nécessairement les plus extrovertis. Plusieurs m'ont dit, moi, devant les caméras, je suis pas très, très à l'aise. Il y en a un seul, je peux vous dire, qui est plus expressif. C'est un avocat qui n'a aucun problème avec la caméra. Il la mange. Donc, voilà, chacun a un peu sa façon de faire avec en entrevue. Oui, j'ai une question d'Hélène. Je regardais le chat qui dit, est-ce que vous avez des balises concernant la durée des vidéos? En fait, on s'est limité à peu près à 5 minutes. C'est à peu près la norme. Bon, ça joue 4 et 6, là. C'est à peu près la norme. Vous voulez des vidéos courtes parce que l'idée de la vidéo en début de page comme ça, c'est vraiment de titiller l'internaute. Bon, évidemment, on s'adresse d'abord à des enseignants parce qu'on veut que cette banque-là soit consultée par les enseignants et les conseillers pédagogiques, si vous voulez, pour que ça puisse inspirer. Alors, on a mis le visuel d'abord, en premier lieu, et on a mis une vidéo. Alors, le visuel, il est agrandissable, évidemment. Ici, c'est une miniature. On voyait ici l'activité de Madame Cardinal. C'est la production d'un enregistrement audio suite à un sujet de recherche. Oui, il y a un premier jet, il y a un exposé oral qui est fait ici. Et dans un second temps, les exposés sont déposés sur le forum et les collègues peuvent aller commenter l'exposé lui-même. Donc, une schématisation qui est accessible dès le départ. On peut voir statistiquer un peu et on voit déjà la structure de l'activité, mais c'est quand même parfois difficile à comprendre des schémas. Alors, il n'y a rien de mieux qu'un enseignant qui va parler de son activité pour aider à comprendre justement l'illustration et l'activité en général.
Si je continue dans la structure de cette page-là, alors c'est une page par activité. Alors ici, on a 5 sections. Vous voyez, chaque section, il y a des encres et puis on peut aller cliquer sur chacune de ces sections, ces sous-sections-là de la page. Je vais y aller de façon linéaire pour qu'on comprenne. Donc, vous voyez les divisions, ça correspond un peu à ce que je vous disais, qu'est-ce que c'est qu'une activité. Donc, une description générale, c'est une description textuelle, on la voit ici, là. Tout le monde ne veut pas lire la description textuelle, mais certains préfèrent lire la description textuelle. Donc, on a le choix de l'entendre résumée par l'enseignant ou de la lire, ou parfois c'est complémentaire. On espère, en fait. Maintenant, la section enseignant, on retrouve là-dedans, vous voyez, la question de temps. Bon, combien de temps ça a pris élaborer cette activité-là? Donc, 1 heure, 3 heures, 1 heure à 3 heures dans ce cas-ci. Et on dit en quoi ça a consisté, quelles ont été les étapes de préparation. Je vous disais tantôt qu'il y avait un temps parfois avant, après. Bon, dans ce cas-ci, il y a quand même aussi du temps qui est mis pour l'encadrement l'écoute des exposés. Alors, l'enseignant précise le temps de préparation, le temps de diffusion, les étapes, chacune des actions qu'il a dû faire ou qu'il doit accomplir pour réaliser une bonne activité. On précise aussi les compétences pédagogiques qui sont requises et les compétences technologiques. Évidemment, si l'enseignant dit moi, je n'ai pas ces compétences-là, il faut qu'il aille les chercher. Soit en allant voir un conseiller pédagogique pour qu'il l'aide, soit en suivant des formations, parce qu'évidemment, nous, au BSE, on offre beaucoup de formations complémentaires aux enseignants. Donc, ça donne une indication quand même du niveau de difficulté puis des compétences qui doivent être développées, que l'enseignant doit posséder. OK, il y a du côté des étudiants maintenant, parce qu'évidemment, les étudiants doivent être actifs, ce sont des activités d'enseignement-apprentissage. La même chose que pour les enseignants, donc le temps requis est précisé. Les compétences requises sont précisées également, donc les compétences requises ou à développer. Les tâches, donc chacune des actions que les étudiants doivent poser pour arriver à faire l'activité. Et finalement, on précise l'évaluation possible. Bon, il y a des enseignants qui disent, ça c'est une option parce que c'était la partie évaluation, toutes les activités ne sont pas nécessairement évaluées, bien sûr, mais parfois, ni de façon formative, ni de façon sommative. Mais parfois, il y a des enseignants qui évaluaient l'activité et quand c'était le cas, ils nous l'ont précisé. Donc, une autre section importante, c'est la section avantages et limites. Donc, qu'est-ce que les enseignants voyaient comme avantages? Bon, dans ce cas-ci, on n'a pas toujours des avantages enseignants-étudiants. Dans ce cas-ci, l'enseignant voyait des avantages très précis pour les enseignants et étudiants. Ça a été distingué. Et on voit aussi les limites parce qu'évidemment, chaque activité a ses forces et ses faiblesses. Donc, lorsqu'elles étaient, il y a des choses délicates auxquelles il fallait faire attention, elles ont été mises en évidence. Finalement, il y a des variantes possibles qui ont été ciblées par l'enseignant, chacun des enseignants. Et enfin, l'avant-dernière section, il y a une section remerciement, la toute dernière, où évidemment on a mis les collaborateurs, rendre à César ce qui revient à César. Et finalement, des visuels. Ça, c'est une section vous reconnaissez ce que je vous ai montré tantôt, c'est le même visuel de tête. Mais il y a plusieurs visuels. En général, il y en a plusieurs pour chacun des projets. La plupart, ce sont des images ici, mais on peut les sauvegarder, enregistrer l'image, on peut les récupérer. Il y a certains documents aussi, dans certains cas, qui sont accessibles dans cette section-là pour permettre l'adaptation, la récupération dans un autre contexte. Voyez, ici, c'est comment l'activité est expliquée dans notre portail de cours, donc en 4 étapes, pardon. En préparation d'exposé oral, enregistrement de l'exposé, commentaire de 2 exposés et répondre à 2 commentaires. Vous voyez, ce qui est ici, ce ne sont pas les actions apposées par l'enseignant, bien sûr. Ce sont les actions apposées par l'étudiant. Finalement, je pense qu'elle avait...
calendrier d'activité, puis elle avait, dans ce cas-ci, un exemplier. Bon, voilà. Alors, c'était la structure de notre banque. Évidemment, si je vous présente les autres activités de façon générale, l'ensemble des activités, vous voyez qu'on en a 4 dans la présentation des contenus. Je vous disais tantôt qu'on a 2 capsules pour l'élaboration de capsules. Celle de Mme Cardinal qui est l'élaboration par l'étudiant d'une production audio, d'un enregistrement audio. On a aussi l'exposé magistral en formation comodale. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de la formation comodale, quelque chose de quand même assez compliqué. Il faut voir ici que le professeur Thierry Eudes, qui est en informatique, l'utilise, lui, dans un contexte vraiment d'exposé. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, d'activités d'échange entre les étudiants. Il s'agit vraiment d'un exposé. Donc, il faut le voir de cette façon-là. Mais, il a quand même fait, si on va voir d'ailleurs, vous voyez, une illustration qui est assez complexe. On voit un petit peu en quoi consiste, selon sa vision à lui, l'exposé en formation comodale. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant qui utilise un tableau interactif avec une caméra, donc il est filmé. Il est doublé d'un modérateur dans la classe. Donc, il s'adresse à la fois à des étudiants en classe, mais aussi à des étudiants en classe virtuelle en même temps. Puis, comme tout c'est enregistré, il y a aussi les étudiants différés qui peuvent suivre l'enregistrement. Il y a plusieurs capsules vidéo dans lesquelles M. Eudes explique vraiment, je regarde 2, 3 écrans en même temps, donc dans lequel M. Eudes explique très bien comment il fonctionne lui-même, comment il voit la classe virtuelle, comment il utilise les technologies. Il y a une capsule aussi qui explique, et là, vous allez voir plus bas ici, elles apparaissent ici, comment il décortique les 3 clientèles, enfin il en voit même 4 clientèles qui peuvent bénéficier d'approche comodale. Et puis il y a des visuels en bas, vous le voyez. Bon, dans la classe, ce qui est particulier en comodal, évidemment, c'est que souvent peu d'étudiants en classe, on parle en informatique entre ces 25%, et le reste suit en classe virtuelle. Bon, ça c'est la formation comodale. On est dans la présentation de contenu donc. Du côté de la mise en pratique, on a des choses quand même très intéressantes. Évidemment, c'est plus compliqué dans la mise en pratique que dans la présentation de contenu. Et discussion-échange d'autant plus aussi. Alors, les activités, ce sont des activités, vous voyez que ce ne sont pas des activités simples, c'est quand même plutôt complexe. Il faut vraiment y penser, il y a vraiment une conception pédagogique derrière, une certaine élaboration. Alors, Mme Barrette, ce qui est intéressant ici, est en géographie. L'idéal, c'est qu'elle fait faire une production par les étudiants. Donc, c'est essentiellement, un PowerPoint commenté. La question des outils se pose. Quel outil utiliser pour permettre aux étudiants de le faire? Le plus simple étant maintenant peut-être un PowerPoint avec audio. Mais l'idée, c'est que, et là, je vous aurais présenté la capsule, mais j'ai peur que ça plante. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que dans le fond, si vous écoutez les premiers 30 minutes, 30 secondes, une minute, c'est qu'elle dit, moi, j'ai beaucoup de contenu dans mon cours, et dans le fond, je vais faire de l'enseignement par les pairs. Je vais diviser mon contenu. Je vais diviser le monde. Je vais donner une partie du monde à des groupes, des équipes d'étudiants. Et chaque étudiant va aller me présenter une partie sur un thème précis, c'est sur les changements climatiques, ce qui se passe dans un territoire précis, et on va partager tout ça. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'elle a, et elle l'a dit aussi, on le voit un peu dans la description, il y a un festival international de documentaires. Donc, évidemment, c'est une petite métaphore pour stimuler un peu les étudiants. Elle leur a dit, votre documentaire va être proposé dans le cadre de ce concours-là. C'est pas un vrai festival, mais ça permet, l'idée, c'est que tous les autres étudiants vont être appelés à voir ces productions-là et évidemment, à les commenter. Je pense qu'il y a même une évaluation, si ma mémoire est bonne. Claude, il y avait une question dans le travail. Oui. Un travail important qui doit demander des ressources importantes. Est-ce que vous avez évalué les ressources et le temps moyen requis pour produire une seule activité?
Je dirais que c'est quand même assez variable. Je pense qu'on avait évalué, si ma mémoire est bonne, à peu près 3 jours de travail. Pour ce qui est de, bon, la compilation d'informations, le problème quand on avait à faire ça, c'est que, à faire une évaluation, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, il y a plusieurs étapes, et c'est souvent segmenté. On rencontre le prof pendant une heure ou deux, on doit réviser les documents, on doit revenir ensuite le rencontrer pour le faire valider, etc. Il y a du travail sur la médiatisation, etc. Mais en gros, c'est à peu près 3 jours, quelque chose comme ça. C'est ça. Il y a des maillons critiques, évidemment, là, les aspects vidéo, médiatisation, il faut qu'on puisse évidemment disposer de ces ressources-là. Mais du côté du contenu lui-même, étant donné que ce sont des activités quand même que les enseignants connaissent bien, évidemment, le maillon principal, c'est l'enseignant. Il faut rejoindre l'enseignant. Mais ça prend quand même du personnel autour de l'enseignant. Demander à l'enseignant de le faire lui-même, j'ai des doutes que ça va fonctionner. Je pense que ça prend vraiment du personnel pour aller chercher l'information et extirper l'information de l'enseignant. Incluant toutes les étapes du projet et le temps de préparation de l'enseignant? Oui, c'est pas nécessairement très, très long. Évidemment, il y a des enseignants qui s'investissent davantage, là. Je dis 3 jours, c'est une moyenne. Il y en a qui sont quand même assez peu investis. Mais quand il était là, il était là. Je pense à mon avocat là, qui a son cabinet, puis lui, ça roule. Hein? Donc, il était là quand même très, très peu de temps. Le gros du travail a été fait par la conseillère, Amélie Véronique, on te salue si tu es là. Donc, c'est elle qui est allée chercher l'information. Il y a eu l'accord de l'enseignant, elle a demandé des précisions au professeur, et elle connaissait l'activité, et là, c'est elle qui a rempli le gabarit. On a eu, la difficulté, c'était d'aller chercher ce professeur-là pour l'entrevue. Quand on l'a eu, il était 100% là, mais il était difficile à voir. Alors, et dans d'autres cas, il y a des enseignants qui étaient vraiment très, très disponibles et très impliqués, qui voulaient vraiment peaufiner leur travail le mieux possible. Donc, vous voyez, ça varie selon les équipes. Mais je dirais que 3 jours, c'est pas mal une bonne moyenne si on calcule le temps de tout le monde de façon générale. Bon, peut-être 4 dans certains cas, dans les activités complexes. Voilà. Je vais continuer avec ma structure. Bon, alors Mme Barrette, on disait que c'était en géographie. Et donc, c'était une production vidéo qu'elle a élaborée. Écoutez, si j'en pars ici, vous n'aurez pas le son, mais c'est une présentation narrée, donc sur laquelle les étudiants ont donné un commentaire audio, c'était un commentaire audio. Donc voilà. Vous avez l'idée principale. Bon, il y a un outil il y a des cartes conceptuelles qui ont été partagées aussi. Alors, François, on te salue. Madame Priego qui a fait, c'est quand même un petit peu particulier, c'est que c'est une professeure en faculté des lettres et sciences humaines. C'est un cours de didactique en enseignement du français langue seconde. Alors, ici, ce qui est particulier, c'est que c'est un enseignement dont, vous voyez, elle utilise les TIC dans un contexte d'enseignement de langue. Et ce qu'elle a demandé, c'est, dans le fond, aux étudiants d'élaborer des scénarios pédagogiques adaptés à l'enseignement de l'enseignement, mais en utilisant des technologies. Alors, c'est un petit peu compliqué. Là, on vient mélanger plusieurs choses. Et en plus, pour simplifier la chose, elle a 2 groupes. Un groupe à l'Université Laval, en classe, et un groupe à l'Université Montpellier, donc à distance. L'idée, c'est qu'il y a un échange, évidemment, portant sur les scénarios, parce qu'on est en enseignement du français. Donc, les étudiants élaborent des scénarios et échangent avec les étudiants de l'autre université pour les valider. Et pour ça, on utilise différents outils. Bon, Skype, tout le monde connaît. Parfois, donc, il y a des communications synchrones, mais c'est surtout basé sur un échange
avec des outils asynchrones. Bon, ils utilisent Google Docs, la plupart des gens connaissent. Moi, je connaissais moins Etherpad puis Padlet, qui sont des technologies qui permettent aussi, donc, asynchrone, d'échanger entre nous. Elle nous donne, elle explique très bien, Mme Priego, s'il y en a que ça intéresse, je vais mettre un petit peu la vidéo. Il y a aussi du visuel, on voit d'ailleurs à quoi ressemble un Padlet de présentation dans lequel, bon, c'est Mme Dubroc, c'est la professeure française. On voit ici Mme Priego, donc c'est à partir de ces Padlets-là, vous voyez les différents projets des équipes. Ce sont donc les projets qui sont élaborés, qui peuvent être commentés via ces outils-là. Petite question de mon côté, Claude. Les gens qui veulent regarder des vidéos des enseignants, des professeurs qui sont rattachés au projet, de quelle façon on va pouvoir le faire après la formation? Ah ben vous avez directement tout de suite le lien vers la banque d'activités. Ce sont des vidéos directement accessibles. Directement dans le document qui va être expédié aux gens après la formation? Ah, même pas sur le document. Vous avez juste à aller sur... Écoutez, je peux vous copier-coller l'adresse dans le chat. Oui. Cliquez sur cette adresse-là et vous pouvez tout de suite écouter les vidéos chez vous. Excellent. Un gros merci, Claude. Je vais faire suivre ça aussi aux gens qui vont faire la demande ensuite. D'accord. Je vais passer encore quelques minutes, les 10 prochaines minutes, à vous parler donc de quelques activités intéressantes. La rédaction du blog, je vous disais tout à l'heure qu'on a pris soin ici que, bon, il s'agit vraiment de la formule. Ici, c'est pas rédiger un blog, c'est rédiger un texte. Il s'agit d'une rédaction de texte qui se fait en plusieurs étapes. C'est dans un cours de musique, curieusement. Alors, c'est un cours d'histoire de la musique. Et les étudiants, bon, c'est quand même très scénarisé tout ça. Donc, en 6 étapes, les étudiants doivent faire plusieurs interventions sur un blog qui est évalué dans ce cas-ci. Vous voyez, il y a des critères, là, un certain nombre de mots. Il y a des points qui sont donnés. Bon, c'est un choix que l'enseignant fait c'est un travail progressiste, hein, en fait. Hein? C'est comme un travail long qui a été divisé en sections sur un blog. Voilà. Donc, ça, c'est expliqué assez bien par l'enseignant aussi. C'est expliqué par... une petite parenthèse, si j'avais eu le temps, si ça avait bien fonctionné le son, il y avait un petit segment, cet enseignant-là dit à un moment donné, il dit c'est intéressant à distance parce que même s'il enseigne, il dit qu'il enseigne aussi en classe comme la plupart des enseignants. Ce qui est bien, c'est que via une production comme ça, on peut voir ce que l'étudiant a un peu dans la tête. Un peu comme le forum aussi, il y a d'autres enseignants qui disent ça du forum. Il dit que ça lui permet une meilleure proximité de ce que l'étudiant a en tête et il peut à ce moment-là mieux intervenir pour l'orienter. Donc, très à l'aise avec ce genre d'activité-là, l'enseignant. Je vous invite à aller l'écouter. Voyez ici, c'est justement le type de production de blogs qui sont faits par un enseignant. On a même le nom de l'étudiant qui a accepté de partager son travail déjà dès l'hiver 2015. Donc, c'est un cours, j'aurais aimé ça suivre, c'est assez éclaté. C'est toutes sortes de tendances en musique, dans l'histoire de musique. Voilà. Il y a aussi bon, ici, on est en team teaching, comme on dit en bon français, et c'est une approche de résolution de problèmes dans un contexte à distance, mais pas seulement à distance. Si on regarde ici, vous voyez, les enseignants décrivent, d'ailleurs, on est dans l'entrevue, on les voit ici, les deux enseignantes, qu'elles le font à distance, en mode hybride ou en comodal aussi. Alors, selon le nombre d'étudiants, le contexte dans lequel elles sont, etc., je pense qu'il y en a une qui l'utilise plus à distance et une plus en classe virtuelle, puis, une en classe et en combinaison avec la classe virtuelle, donc en hybride. Ce qui fait que ce scénario d'activité-là est vraiment adaptable. En fait, elle l'utilise vraiment dans tous les modes. C'est évidemment une approche par problème. C'est quelque chose qui, bon, évidemment, ça déborde de la formation à distance. Ce qui est intéressant ici, c'est justement de voir comment
elles l'ont scénarisé. Vous voyez qu'ici, c'est l'icône d'Adobe Connect, là, c'est ce qu'il y a des rencontres en classe virtuelle. Mais il y a aussi des rencontres en équipe. À ce moment-là, les outils utilisés, bon, on parle plus de Skype ou autre. Donc, il y a des temps différents. Donc, ils sont bien documentés ici. Vous voyez, exploration du problème, définition du problème, etc. Et ce qui fait que, bon, l'activité est quand même bien documentée, réplicable par quelqu'un qui voudrait faire ce genre d'activité-là. C'est une activité, comme elles disent, de fin de parcours de 3e année. Donc, c'est gestion technico-économique de l'entreprise laitière. Vous voyez, c'est assez spécialisé quand même, là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la démarche, on est en approche par programme, elles intègrent des experts de contenu. Je ne sais pas si on le voit dans le schéma, je ne me rappelle pas trop. Bon, c'est pas explicite, mais à un moment donné, il y a un retour critique par l'expert ici, ce qui rend la démarche quand même vraiment très, très concrète pour les étudiants. Évidemment, bon, on n'a pas nécessairement des experts disponibles sous la main dans ce genre, dans tous les cours, mais donc c'est une approche très intéressante de la part de ces enseignantes-là. Une approche, je dirais, aussi éprouvée, parce que ça fait quand même plusieurs années que c'est appliqué dans un contexte de formation à distance. Enfin, on arrive à la section discussion-échange. Bon, ça, c'est l'activité de l'extraverti dont je vous parlais, l'avocat. Alors, M. Lemieux est très passionné. Si vous regardez sa vidéo, vous allez voir, il est très convaincu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, moi, à la formation à distance, quand je me suis vu donner cette tâche-là, je connaissais rien. J'avais aucune idée comment je pourrais arriver à avoir un contact avec mes étudiants de la même façon que je l'avais en classe. On sait que les avocats aiment parler, hein? Et curieusement, il dit, j'ai complètement adopté la façon de faire. Alors lui, ce qu'il fait, il utilise encore une fois une combinaison, d'une vidéo qui est un exposé de présentation de la semaine qu'il fait, donc que les étudiants doivent regarder. Les étudiants doivent commenter la vidéo sur un forum d'équipe et ensuite il fait une synthèse dans synthèse dans le forum, c'est lui qui fait ça, mais il répond aux questions à partir de sa synthèse dans une classe virtuelle qui est optionnelle. Alors cet enchaînement-là d'activités qui se fait semaine après semaine permet quand même d'avoir un contact très, très proche, de proximité avec ses étudiants. Et en tout cas, lui, il juge que ça fonctionne très, très bien. Bon, madame, oui, Perrault dit, je suis avocate, et pourtant, oui, il doit y avoir toutes sortes de... Oui, c'est des préjugés que j'ai. Excusez-moi. OK, d'accord. Voilà pour le descriptif de cette activité-là. On a aussi quelques visuels. Et le dernier, c'est le Word Café, une activité aussi qui est utilisable. Bon, ici, Marie-Julie, qui est une enseignante en médecine, pédagogie des sciences de la santé, si ma mémoire est bonne. Et puis, elle a décrit à distance, mais évidemment, c'est une Word Café, c'est une activité qui se fait très souvent, on a une illustration si on la regarde, ça se fait souvent en classe, en présentiel, mais elle l'utilise avec la classe virtuelle, avec, apparemment beaucoup de souplesse. Quand j'ai questionné Marie-Julie sur les difficultés potentielles avec la classe virtuelle, elle disait, non, ça coule très, très bien. Alors, c'est sûr qu'il y a une certaine adaptation à la classe virtuelle, on imagine, mais c'est une façon, donc, d'arriver à un consensus sur plusieurs questions qui a été adaptée, donc, pour la formation à distance. L'activité est quand même très, très bien documentée. Il y a aussi beaucoup de ressources complémentaires pour pouvoir reproduire ce type d'activité-là. Alors, le temps file, il nous reste une dizaine de minutes. Alain, je ne sais pas si on peut quitter le partage et revenir à la présentation avec 2-3 diapositives pour terminer. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne diversité d'activités. J'ai enlevé une diapo qui était dans le fond de dire comment c'était accueilli tout ça finalement jusqu'à maintenant. Et je dois vous dire que dans les formations, évidemment, on n'avait pas encore le site. Ça fait à peu près une année que quand même, moi, je récupère du matériel depuis une année dans mes formations.
Bon, là, j'ai à peu près réglé le problème dans le sens que les étudiants se reconnaissent, les enseignants qui sont en situation d'étudiants lorsqu'ils viennent en formation sont très intéressés par, évidemment, tous ces exemples-là. Ils se reconnaissent à travers les exemples donnés par leurs collègues. Les enseignants en formation aiment beaucoup avoir des exemples de collègues et ça suscite beaucoup de discussions. Donc, de ce côté-là, pour moi, c'est un succès. Maintenant, est-ce que, de façon générale, pour les enseignants qui ne viennent pas nécessairement aux formations, ça va nous inspirer? Ben, écoutez, ça c'est à voir parce que la banque vient à peine d'être publiée de façon officielle à l'ensemble de notre campus. Vous avez la chance d'y accéder rapidement, là, presque aussi rapidement que l'Université Laval. Peut-être que vous pouvez m'en parler. Est-ce que ça vous inspire elle-même? Je vais vous donner la parole dans deux minutes. Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette banque-là par la suite? Ben écoutez, elle pourrait grossir, bien sûr. On pourrait ajouter des activités. Il y a des facultés qui ne sont pas représentées. Il y a des types d'activités qui ne sont pas représentés. Évidemment, si ça grossit, on pourrait même ajouter un moteur de recherche comme la banque de M. Bates. Éventuellement, ben l'idée, ce serait, on sait que les activités, les cours, les technologies, ça vieillit rapidement. Donc, il faut s'organiser pour être capable de la renouveler. Ce qui veut dire que, il faut trouver un mécanisme pour être capable donc que ça se fasse de façon... Enfin, on aimerait trouver un mécanisme que ça se fasse de façon régulière. Voilà, j'essaie de lire en même temps. Moi, je pense que je vais laisser Alain le lire tout à l'heure. Il y a juste un commentaire présentement de la part de René Bélanger du Cégep de Matane. Oui. Une belle ressource. Nous n'avons pas toujours le temps de documenter nos pratiques. Ça me donne des idées pour mieux diffuser ce que nous faisons en interne. Alors, merci René. Ben, dans le fond, mes questions, c'est, est-ce que ça vous inspire d'une certaine façon? Puis qu'est-ce que vous utilisez, vous, de votre côté, pour inspirer vos enseignants? Est-ce que vous avez quelque chose d'équivalent? Je pense qu'il y a quelque chose au niveau des collèges. J'ai cru voir des choses comme dans les récits, dans les... Rétique. Rétiques, oui. Les récits, c'est autre chose, primaire, secondaire. Donc, il y a quelque chose de semblable qui doit exister. Puis je posais une question aussi un peu plus large et un petit peu comique. On est à l'ère des trans-ci, des trans-ça. Alors, croyez-vous qu'il y a un répertoire d'activités trans-mode qui peut être possible? On a vu qu'il y en avait une couple, là. C'est-à-dire des activités qui ne sont pas nécessairement cloisonnées à une activité en classe ou à une activité à distance. Est-ce qu'on peut concevoir un répertoire d'activités qui serait adaptable comme ça? Claude, si tu me permets, moi je vais lire les commentaires et les questions en même temps pour les gens qui vont suivre le lien vidéo. Il y a Catherine Réaume de ProfWeb qui en profite de faire de la publicité pour ProfWeb. Il y a Nicole Perrault. Dans notre projet de guide d'accompagnement, nous invitons les enseignants à identifier un objectif général, des objectifs spécifiques, des indicateurs pour l'évaluation de l'activité, etc. Nous travaillons également avec le modèle TPAC. Est-ce que ce type d'information vous apparaît important pour mettre sur pied une activité pédagogique? Est-ce que vous parlez du modèle TPAC ou des autres informations? Objectif général, objectif spécifique? Les autres informations. OK. Ben, on a un petit peu ça. On n'a pas exactement les mêmes choses. Les objectifs généraux spécifiques, quelque chose de cet ordre-là ne sont pas toujours mentionnés de façon extrêmement explicite, mais la plupart du temps, ils sont là. On a des indicateurs pour l'évaluation de l'activité lorsque c'est pertinent, mais on est toujours parti, on a toujours parti de ce que l'enseignant voyait comme possibilité. On n'a pas vraiment extrapolé dans le sens que ça demeure l'activité de l'enseignant et pas une activité dont on sait qu'on a récupéré et qu'on a adapté. On a vraiment considéré ça comme la production des enseignants. Alors, ce qui fait que les informations elles-mêmes, c'est dans notre questionnaire et avec l'accord de l'enseignant que ça devait apparaître. Avec tous les gens qu'on a autour de la table, qui travaillent en formation à distance, apprentissage en ligne, qu'est-ce que vous utilisez pour inspirer vos enseignants à distance? Croyez-vous à un répertoire d'activités transmode, vos commentaires, vos suggestions, vos questions?
Vous pouvez utiliser le clavardage, bien entendu. Vous pouvez également, si vous êtes courageux, prendre la parole, étoile 6 sur votre clavier téléphonique ou lever la main via Adobe Connect. Question concernant le questionnaire, est-ce qu'il est accessible? Ben, Nicole, je peux vous l'envoyer. Il n'est pas accessible sur le web, mais je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également abuser du REFAD, on se fait un plaisir de transférer ça d'une personne à une autre. Commentaires, suggestions, questions. Qu'est-ce que vous utilisez pour inspirer vos enseignements à distance? Croyez-vous à un répertoire d'activités transmode? Soyez pas timide. Évidemment, on a des établissements qui sont peut-être qui font exclusivement de la formation à distance, donc ça ne s'applique pas. Mais pour tous les autres qui sont bimodales, la plupart des cégeps, sauf le cégep à distance, bien sûr. Alors, il y a des gens qui sont en train d'écrire dans le clavardage. Ah, le courriel de Nicole pour le lien. Allez, télé qui est en train d'écrire. Commentaires, suggestions, questions, allez-y, on a encore le temps. Inspirant, merci. Bon, évidemment, si je résume de façon générale, écoutez, si on veut faire ce genre de projet-là, il faut simplement déterminer un certain nombre de ressources là, qui vont prendre le temps de ramasser toute l'information et tout ça. Et pas nécessairement c'est un conseil que je peux donner, c'est pas nécessairement viser une date extrêmement précise. Non, il faut faire avec la disponibilité des intervenants. Là. Comme je vous disais, les enseignants sont occupés. Donc, il faut aller les chercher lorsqu'ils peuvent. Il y a des périodes dans l'année où ils sont plus disponibles. En tout cas, chez nous, c'est souvent la session d'été, là, en mai-juin. On peut les raccrocher là. Mais dans d'autres périodes, ils sont absolument pas accessibles. Donc, il faut choisir nos moments. Alors, les gens, je pense entre autres, oui, il y a Doris, participant, qui a levé la main. Non, qui a quitté la réunion, je suis désolé. Les gens de l'Université de Moncton, l'Université de Saint-Boniface, Collège Boréal, l'Université du Québec à Chicoutimi, qu'est-ce que vous utilisez pour inspirer vos enseignants à distance? Allez-y, ne gênez-vous pas, on a encore le temps. Commentaires, suggestions, questions. Je vous rappelle, si vous voulez obtenir le document de présentation, le clavardage et le lien vidéo suite à la formation, je viens de mettre le lien via le clavardage. Il y a René Bélanger et Marcel Park qui sont en train d'écrire. Claude, ça. Alors, commentaires, suggestions, questions. 13h27. C'était limpide et très clair. Bravo. Alors, désolé de ne pas avoir pu vous présenter les témoignages audio. Ça aurait été beaucoup plus intéressant si les professeurs eux-mêmes avaient pu vous présenter leur activité. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, ce côté technique. Hein? On a 2 commentaires quand même. René Bélanger du Cégep de Matane, rencontre pour le partage de pratiques entre les enseignants qui font de la formation à distance. Et Marcel Parr également, un répertoire d'activités transmode est certes pertinent pour rendre les ressources référençables, réutilisables, etc. Et un commentaire de Mme Panayotova de l'Université Laurentienne, très, très utile, merci. Toute dernière chance pour les commentaires, les suggestions, les questions. Utilisez le clavardage où vous pouvez également prendre la parole directement en faisant étoile 6 sur votre clavier téléphonique. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Eh bien, ça mettrait fin à la formation d'aujourd'hui. Gros merci, Claude. Une excellente formation. Merci beaucoup pour le généreux partage et l'excellente activité qui a été montée de votre côté à l'Université Laval. Super intéressant comme d'habitude, Claude. On vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, de contacter le REFAD, d'abuser du réseau et on va se faire un plaisir de vous mettre en contact avec M. Potvin ou, bien entendu, si vous désirez obtenir toute l'information, que ce soit le document de présentation, le clavardage et le lien vidéo, contactez directement le REFAD. On va se faire un plaisir de se faire suivre le tout. On vous invite également à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Et je laisse le mot de la fin à Claude. Ben, écoutez, je vous remercie de votre présence, de votre attention. On a eu quelques questions, pas beaucoup d'échanges verbaux, mais bon. Écoutez, encore une fois, désolé pour les petits problèmes techniques, mais j'espère que ça vous aura permis quand même de prendre connaissance de cet outil-là.
Puis j'en ai pas si vous avez des commentaires aussi pour la bonification de la chose. Il y a peut-être encore quelques bugs. Tout est très, très frais. Alors, vous m'en ferez part. Alors, j'espère que ça saura vous servir et que ça saura vous inspirer. Un excellent outil. Le lien est disponible dans le document de clavardage et je vais le remettre également aux gens qui vont faire la demande lorsque je vais faire les suivis. Un gros merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir.